Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Aujourd'hui, je vous emmène à Arradon, dans le golfe du Morbihan, pour un entretien avec Nathalie Jacob, enseignante de yoga depuis plus de 25 ans. Le yoga, avant tout, ça se pratique, mais on ne se refait pas, j'avais envie d'en savoir plus sur cette tradition indienne ancestrale qui s'est petit à petit imposée dans nos vies, ici en Occident. Alors que vous pratiquiez ou non le yoga, je pense que cette conversation vous intéressera et vous donnera peut-être envie de l'intégrer dans votre routine de santé quotidienne. Bonjour Nathalie, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, j'enseigne le yoga depuis maintenant 26 ans, où je me suis formée à la Fédération française de Hatha Yoga auprès de Sri Mahesh, qui était un Indien qui venait du sud de l'Inde, qui est décédé maintenant. Et je l'ai suivi pendant à peu près 7 ans, sous forme de stages assez réguliers en Bretagne et puis dans l'Est. Et puis j'ai continué ma formation auprès de d'autres centres, un autre particulièrement qui était un centre en Bretagne qui s'appelait Cefito, qui existe toujours, centre études et formation en yoga traditionnel de l'Ouest, avec Rodolphe Milia, qui était plus spécialisé dans le pranayama, alors bien évidemment de la posture aussi, qui était un de ses atouts, mais il mettait en avant d'autres outils du yoga, donc le pranayama qui est les exercices de respiration qui sont très spécifiques au yoga, et puis les chants, les mantras, la méditation, voilà, avec Rodolphe, c'était à peu près ce que j'ai fait. Et j'ai senti le besoin aussi de me former à tout ce qui est spécifique autour de la femme enceinte, parce que j'ai eu des femmes enceintes régulièrement dans mes cours. Donc je me suis formée auprès de Bernadette de Casquet, qui est une référence dans ce domaine en pré- et post-natal. J'ai ensuite été un peu plus vers le yoga féminin qui est en lien avec le cycle, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes ou moins jeunes d'ailleurs qui ont des problèmes à ce niveau-là. Donc c'était pour moi aussi un atout d'aller creuser dans cette direction pour comprendre les éventuels dérèglements. Et puis, je me suis formée, toujours en lien avec le féminin, avec Dina Rodriguez, sur un yoga très spécifique, un yoga thérapeutique hormonal, qui est plus en lien avec la ménopause, mais qu'on peut aussi utiliser pour un cycle perturbé, ou une stérilité qui n'est pas physiologique, mais une stérilité de stress, parce qu'on fait des enfants de plus en plus tard, et que le taux hormonal a tendance malheureusement à baisser avec l'âge. Donc là, c'est un outil très très intéressant justement pour réactiver le système interne, tout le système endocrinien et hormonal. Et il y a vraiment de très très bons résultats d'ailleurs. Donc voilà, j'ai vraiment eu une envie vraiment d'aller approfondir cette niche autour du féminin. Et puis j'ai eu encore d'autres enseignants plus spécifiques. J'ai travaillé 2 ans avec un ostéopathe à La Rochelle, où j'ai travaillé l'ostéopathie posturale, c'est-à-dire cette volonté de travailler l'alignement du corps à travers la posture de yoga, parce que dans un cours de yoga, malheureusement, il y a des soucis pathologiques de dos, de genoux, de hanches, et il fallait pouvoir répondre à toutes ces demandes et à toutes ces difficultés, sans faire de bêtises, parce qu'on travaille avec le corps humain. Et donc voilà, c'était aussi très, très intéressant pendant 2 ans, où j'ai peaufiné vraiment tout le corps dans sa physiologie, dans son anatomie.
Et puis autrement, j'ai aussi travaillé avec Philippe Joariquian, qui est lui dans le sud, du côté de Montpellier, et que sa spécificité, c'est les kriyas himalayens, qui sont en fait des nettoyages du corps par le souffle. Il fait d'autres choses, il fait du yoga Tummo, il fait de la marche sur les braises, etc. Donc c'est des approches un peu extrêmes, mais très intéressantes aussi. Et j'ai aussi travaillé avec Jacques Wing sur la méditation. Voilà, c'est à peu près une globalité. Donc, et aussi avec Babacar Khan, qui est un maître reconnu, qui fait lui du yoga irano-égyptien. Voilà, donc j'ai essayé d'avoir un panel assez large pour pouvoir répondre à un public, je dirais, multiple, quel que soit l'âge, quelles que soient les problématiques, quelles que soient les envies, et ça m'arrive justement de donner des cours à la fois toniques, parfois un peu plus doux, parfois un peu plus axés sur un thème particulier, comme le dos, comme la détox ou autre, ou parfois une simple séance qu'on pourrait dire Hatha Yoga classique, sans avoir de vue particulière, si ce n'est le bien-être. Mais ça me donne quand même un panel assez large. Voilà. Ok, génial. Donc, il faut que je précise que pendant des années, j'ai eu envie de me mettre au yoga, mais comme je fais partie des personnes les moins souples du monde, eh bien, j'ai toujours eu peur de me lancer à cause de l'appréhension du regard des autres, j'imagine. Et même si on m'a toujours dit qu'en yoga, chacun fait ce qu'il peut et puis voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais je pense que ça m'a quand même freiné. Et là, je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je trouve ça vraiment super. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous rappeler d'où vient le yoga ? Alors, le yoga, qui vient en fait de la racine sanscrite yug, qui veut dire réunir, relier à la fois le corps et le mental. On essaye de réunifier, en fait. Et le yoga prend ses sources il y a quand même pas mal d'années, au 8e et 3e siècle avant notre ère. Il prend sa source dans les Upanishads, qui sont des textes indiens des Védas, qui sont les plus anciens textes philosophiques de l'Inde. Et puis, plus récemment, à notre ère, 200 ans avant Jésus-Christ, 200 ans après Jésus-Christ, il y a eu l'apparition d'un texte majeur qui est le Yoga Sutra de Patanjali. Et ce texte comprend des aphorismes, 195 aphorismes, qui sont des petits sutras. Alors, je vais juste en citer un parce que c'est un des plus connus du Yoga Sutra de Patanjali. C'est le premier aphorisme qui est en sanskrit Chitta Vritti Nirodha, qui veut dire le yoga est la cessation, la suspension des fluctuations du mental. Donc à travers la posture, à travers la respiration, à travers les relaxations, etc., on va essayer effectivement d'apaiser ce flux continu du mental qui va avoir une résonance sur le corps physique. Et on peut dire aussi que le yoga est en mouvance permanente. C'est une pratique qui évolue en fonction, je dirais, de notre temps, parce qu'il y a eu encore une évolution au XVe siècle avec un autre texte qui était le Hatha Yoga Pratipika, qui est un texte fondateur parce qu'il a répertorié toutes les postures et toutes les respirations, le pranayama. Donc je dirais que c'est quand même, et on le voit encore de nos jours, c'est une science qui est vivante dans le sens où elle s'est modulée de siècle en siècle depuis cela des années, et je pense que ces dernières années ça a énormément évolué, on le voit bien dans les médias, et ça va continuer, à mon sens. On s'en approprie de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui viennent à cette pratique qui était, à mon sens, quand moi j'ai démarré il y a 25-26 ans, c'était plus fermé, c'était plus austère, plus sectaire même, alors que maintenant ça fait partie d'un quotidien et d'une hygiène de vie pour beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est
un yoga qui est traditionnel, qui prend sa souche en Inde, faut pas l'oublier, mais qui s'est popularisé dans le monde entier et même dans des pays en guerre ou autres. C'est vraiment un atout majeur. Ça va s'influencer dans les écoles, dans les prisons, dans les hôpitaux. Enfin, voilà, il y a vraiment une ouverture qui est assez géniale et ça donne accès à des outils assez simples et accessibles au final pour un mieux-être général. Mais du coup, à la base, est-ce que ça fait partie de la médecine traditionnelle indienne ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Est-ce qu'on peut le pratiquer de manière isolée ou est-ce que pour en tirer tous les bénéfices, il vaut mieux le pratiquer en association avec d'autres techniques de l'Ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne ? Le yoga est intimement lié à une médecine indienne en fait qu'on appelle l'Ayurveda. Alors l'Ayur, qui en sanskrit veut dire la vie, et Veda c'est la connaissance, donc c'est la connaissance de la vie, l'Ayurveda. Et on peut considérer que ces deux disciplines, le yoga et l'Ayurveda, sont comme des sciences un peu sœurs, c'est-à-dire elles se nourrissent mutuellement. En médecine indienne, ayurvédique, on va parler de 8 branches spécifiques. Donc ça va traiter, comme chez nous, la médecine interne, la pédiatrie, la psychiatrie, l'ORL, la chirurgie. Ils vont appeler ça la toxicologie également. Je ne sais pas en France, en Occident, comment c'est répertorié. Et il y a aussi la science du rajeunissement et la science de la fertilité. Et toutes ces différents systèmes qui sont là pour traiter le corps vont passer par une étude des tempéraments du corps qu'on appelle les doshas. Il y en a 3 majeurs, mais on peut avoir des doubles doshas qui sont Vata, Pitta et Kapha. Alors ça peut faire référence dans notre médecine traditionnelle, qui sont plus trop utilisées de nos jours, je pense, mais dans notre médecine conventionnelle, il y avait le sanguin, le colérique, le mélancolique et le phlegmatique. Et en médecine indienne, on va aller vraiment étudier le tempérament de la personne, voir sa constitution. Donc on est formé à l'image de la Terre, c'est-à-dire que notre corps est représenté par les éléments de la planète. La Terre dans notre corps est représentée par tout ce qui est solide, les os, les muscles, les organes, les tendons, les ligaments, etc., les glandes. Il y a l'eau qui constitue notre corps, c'est tous nos fluides internes, le sang, la lymphe, les urines, les larmes, le sperme, les règles, etc. Il y a le feu, donc le feu, déjà il régit notre température, il va régir notre digestion à travers le feu digestif. Il y a le feu du cœur qui est le feu de la passion, il y a le feu de l'intellect. On parle de feu de l'intellect, par exemple, sur des chercheurs qui vont tellement être animés par une soif de connaissance et de trouver une solution à un problème qu'ils vont oublier de dormir ou de manger. Et puis, ensuite, il y a l'air. Donc ça, pas besoin de trop s'épiloguer là-dessus. On sait qu'on a tous besoin d'air pour vivre. C'est notre atout majeur. Et puis il y a un élément subtil, l'éther, qui est un élément gazeux interne au corps et qui va lui donner tout le mouvement, toute la mobilité interne pour que tout le reste fonctionne du corps. Donc à travers ces 5 éléments par lesquels l'humain est constitué, on va avoir des dominantes. Certains auront plus de terre, plus d'eau, plus de feu, etc. Et ça va déterminer nos tempéraments et nos doshas. Et c'est vrai que la médecine indienne va observer s'il y a des états de faiblesse ou d'excès de ces doshas. C'est-à-dire que si il y a certains éléments qui vont sortir de leur foyer et qui va créer des déséquilibres aussi bien physiques que mentaux qu'émotionnels. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Et on va aller essayer de traiter et de rééquilibrer ces doshas, ces éléments qui sont en excès ou en manque.
Et il va y avoir plusieurs outils pour ça. On peut utiliser bien évidemment l'alimentation, ça va être un atout majeur. À travers l'alimentation, les épices. En Inde, on utilise vraiment beaucoup les épices. Il va y avoir le yoga. Ça va être un outil très intéressant à travers la posture, la respiration, la méditation, la relaxation. Là aussi, il y a plein d'outils à travers le yoga. Il va y avoir les massages qui vont être aussi un outil très intéressant pour justement aller faire circuler les énergies. Et on va prendre aussi en considération l'environnement dans lequel vit la personne. C'est-à-dire l'environnement familial, l'environnement professionnel, l'environnement relationnel. S'il y a un taux de stress, s'il y a un grain de 5 quelque part, eh bien effectivement, la personne va avoir une fragilité. Donc c'est vraiment une complexité de sentir que tout est en harmonie dans l'humain, dans sa globalité, d'une façon très holistique, pour avoir un équilibre parfait. Ça se joue donc sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, et pour cela, c'est tout l'environnement qui gravite autour de cette personne. Donc effectivement, cette médecine indienne est reliée au yoga, le yoga est relié à la médecine indienne, j'y fais souvent référence dans mes cours. Et puis on parle pas très souvent d'une autre discipline, qui est un art martial connu en Inde, qu'on appelle le Galaripayat, pardon. Galari, c'est l'arène, c'est le lieu, et Payat, c'est combattre. Donc c'est vraiment un art martial primaire, un des plus anciens. Et je vais dire les gourous de Galaripayat, mais c'est pas gourou dans le sens connu chez nous en Occident, qui a été un peu détourné, c'est plutôt dans le sens d'un maître. Lui a une connaissance, c'est un guerrier, mais c'est aussi un médecin. Il a une connaissance de ce qui tue, mais de ce qui fait vivre aussi, à travers les points vitaux du corps. Donc, si on peut avoir une alliance à travers ces 3 disciplines, cette connaissance de l'Ayurveda, du yoga et de cet art martial traditionnel par ses points vitaux, c'est juste génial, parce qu'il y a une connaissance de l'humain qui devient globale et totale en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment intimement lié. Ok, super intéressant, merci. Mais est-ce que ça veut dire que la médecine traditionnelle indienne est toujours pratiquée en Inde au quotidien par les gens là-bas? Est-ce que tout le monde fait du yoga en Inde? Ouais, je pense qu'effectivement tout le monde ne fait pas du yoga en Inde, que tout le monde n'a pas non plus accès à la médecine en Inde. Alors la médecine traditionnelle en Inde, elle est utilisée peut-être plus que cette médecine moderne qui est arrivée, parce qu'elle est plus accessible, parce que ça fait partie de leur culture. Maintenant, les médecins ayurvédiques sont réputés aussi de génération en génération. C'est-à-dire qu'un médecin est reconnu parce que son père, le grand-père, l'arrière-grand-père étaient également médecins, et ça donne vraiment un gage de qualité dans sa transmission, dans sa connaissance. Mais je pense malheureusement qu'il y a beaucoup d'endroits en Inde où on n'a pas encore accès à cette médecine, et malgré tout, même s'il y a eu d'énormes progrès avec une médecine plus conventionnelle, là encore, beaucoup n'y ont pas accès en Inde, malheureusement. Ok, donc ce qui est super là dans tout ce que tu dis, c'est qu'on voit la dimension, je trouve, préventive aussi dans cette approche de santé. Est-ce que le yoga, donc, d'après toi, il s'inscrit dans cette approche préventive au niveau justement des maladies de la santé? Alors complètement, dans le sens où le yoga est une discipline qui travaille à la fois sur le corps, mais aussi sur le mental. Et on sait que les tensions, qu'elles soient mentales ou physiques, vont générer en fait un mal-être général. Et si on va aller travailler dans cette direction, on va dégager beaucoup d'énergie au niveau du corps, et du coup on va
faire circuler cette énergie qui pourrait être stagnante dans certains organes, dans certaines articulations et autres. Et à travers notamment les postures, mais pas que, le souffle, le pranayama est aussi un outil vraiment précieux en yoga. On va aller travailler les différents systèmes du corps, tous les tissus internes, tous les organes, les glandes, les nerfs, les différents systèmes sanguins, circulatoires, cardiaques, pulmonaires, lymphatiques, hormonal, endocrinien. Et pour cela, donc, on va utiliser, comme je l'ai dit, plusieurs outils du yoga. Ça va être la posture, le souffle, la concentration, la méditation, la relaxation. Mais il y a des techniques aussi un peu plus spécifiques qu'on appelle des kriyas, qui sont des techniques de nettoyage. Donc on peut aller nettoyer au niveau du nez, au niveau des yeux, qu'on appelle tratak. On peut aller nettoyer l'abdomen à travers ce qu'on appelle les nolis. On peut aller nettoyer aussi l'œsophage et l'estomac à travers doti. On peut aller nettoyer la flore intestinale, bhakti. Et puis les poumons et toute la zone du cœur-poitrine à travers Kapalbhati. Donc vraiment, il y a un panel d'outils qui ne sont pas forcément tous utilisés en cours parce qu'il y a des choses qui demandent un petit peu de matériel, mais on sait qu'on peut aller quand même je dirais, utiliser vraiment beaucoup de connaissances pour aller travailler dans toutes les zones du corps. Il n'y en a pas un qui reste de côté, je dirais, à travers cette connaissance du yoga, de façon justement à faire recirculer les énergies stagnantes, refaire circuler. Alors on parle souvent des chakras en yoga, voilà, c'est juste les chakras, c'est des roues énergétiques, réactiver des secteurs du corps pour que il y ait une harmonie globale du haut vers le bas, voilà. C'est vraiment un ensemble de systèmes qui fait que le corps va retrouver son équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne. Voilà. Ok, excellent. Effectivement, c'est un peu comme en naturopathie finalement, où on va essayer de travailler sur le terrain. Là, je vois, d'après ce que tu me dis, qu'il y a un vrai travail sur le terrain également. D'ailleurs, en naturopathie, on mise dans une certaine mesure, par nos mesures d'hygiène de vie, sur le renforcement de l'organisme, notamment le renforcement du système immunitaire pour faire face aux contraintes du quotidien, donc les pollutions, les virus, etc. Est-ce que la pratique du yoga peut entraîner un renforcement du même type du système immunitaire ? Alors tout à fait. L'outil majeur en yoga pour aller renforcer le système immunitaire, c'est la respiration. C'est le pranayama avec des exercices qui sont spécifiques au yoga, qui sont très particuliers. Et cette maîtrise du souffle va influencer tout l'organisme et va renforcer donc à la fois le physique mais aussi le mental pour avoir une santé globale en fait. On va aller oxygéner tous les tissus du corps et activer particulièrement la zone digestive qui est une zone précieuse pour activer le feu digestif, donc qui va permettre de transformer, de digérer, de mieux éliminer. Et ça va avoir une influence sur notre microbiote en fait, de façon à avoir beaucoup plus d'énergie. Et on va surtout en yoga utiliser la respiration par le nez. Je sais que souvent les activités sportives vont ventiler un peu plus par la bouche. Nous en yoga on utilise véritablement les narines. Parce que c'est une entrée d'énergie importante qu'on appelle le prana et à travers le passage obligé en fait de l'air extérieur, on va aller d'abord réchauffer cet air pour éviter de refroidir le corps. Donc en hiver c'est intéressant de ne pas aller refroidir ses poumons. On sait qu'on a des petits cils à l'intérieur des narines qui vont aller filtrer toutes les pollutions ou une grande partie des pollutions, des poussières, des pollens, des virus, des bactéries, etc. Et on va, en passant aussi à travers ces muqueuses nasales, l'air est mis en contact avec des récepteurs nerveux et sensitifs du cerveau. Et ce qui fait qu'il va y avoir une information qui va aller directement sur tous les organes internes. C'est-à-dire par le passage de l'air dans les narines, le cerveau va directement envoyer l'information à
tous les différents systèmes du corps et particulièrement les organes du corps, cœur, poumons, digestif, circulatoire, le fait de se réchauffer, de se refroidir, etc., qui va donner vraiment des informations précieuses pour s'adapter s'il y a trop de froid, trop de chaleur, trop de stress, etc., etc. Et à l'inverse, je dirais que si on a une respiration qui est un petit peu perturbée, ça peut aussi avoir des conséquences sur des problématiques internes et générer des troubles organiques finalement. Donc c'est vrai que c'est un outil majeur, la respiration, en yoga, pour aller stimuler toutes les défenses immunitaires, mais aussi toutes les défenses, parce que je pense qu'il y a un grand lien aussi au niveau du mental. On ne sait plus trop d'ailleurs au niveau du premier cerveau, deuxième cerveau. On pense que l'estomac, le microbiote a une influence majeure, le cerveau. Moi, je pense aussi que le cœur a une influence. Je pense qu'il y a trois cerveaux peut-être. On sait pas encore qui est le premier, mais le mental, le cœur et toute la zone digestive sont intimement liés. Et si l'un reçoit, les deux autres ont un flux d'informations, et c'est ça dans les différents sens. C'est-à-dire que si le cœur a reçu une information, le cerveau, l'estomac va avoir une réponse, et inversement, si le cœur a une émotion, ça va envoyer aussi une information au cerveau et peut-être à la digestion ou à l'estomac, voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien et donc il faut prendre ça en considération de façon à ce qu'il y ait une harmonie globale. Et on revient encore au fait que l'importance d'équilibrer le mental, le psychisme, et l'émotionnel pour avoir une santé globale, parce que si le mental est en faiblesse, le corps va l'être, et inversement en fait. Est-ce que tu sais justement si en France certains médecins, des médecins conventionnels, recommandent la pratique du yoga ? Alors oui, de plus en plus. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de médecins dans mes cours, et puis je sais qu'ils dirigent beaucoup de leurs patients de plus en plus selon les problématiques. Les kinés aussi, certains chirurgiens commencent à conseiller les cours de yoga, selon les problématiques de dos, d'insomnie, la gestion du stress. Il y a une branche maintenant qu'on appelle le yoga thérapeutique qui commence à se développer, et notamment il y a une femme médecin urgentiste qui s'appelle Jocelyne Borel-Kuhner, qui fait des consultations dans ce sens, du yoga thérapeutique, à l'hôpital de Pontoise dans le Val d'Oise, et je sais que ça commence à s'éveiller un petit peu dans les hôpitaux, même si ça va peut-être pas encore assez vite. Mais ça prend forme. On prend conscience aussi du yoga face à la douleur, face au cancer, face à la stérilité. Enfin, il y a vraiment... je pense que la médecine comprend que ça peut être un outil intéressant pour aller trouver des clés pour adoucir des périodes de vie qui peuvent être difficiles. Donc ça, je pense qu'effectivement, notre milieu médical a compris que ça pouvait être un outil majeur. Ok, et est-ce qu'il y a un âge pour se mettre au yoga ou pour arrêter le yoga ? Alors souvent, on peut commencer chez les enfants, donc ça peut être autour de 4 ans. Moi, je sais que j'ai commencé même un peu plus tôt avec mon fils. Des petits exercices qui vont être des exercices de coordination assez simples. Ça va pas durer longtemps parce que le temps de concentration est assez minime, mais même si c'est 5-10 minutes, et puis plus ils vont prendre de l'âge, plus on va passer à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Donc on peut trouver quand même des cours pour les enfants à partir de 4-5 ans. Ça, c'est vraiment le démarrage souvent.
et qui vont se moduler parce que là, ça va être vraiment par tranche d'âge pour les enfants. Après, ça va passer à 7-8 ans, 10-12 ans. Et puis après, on va plutôt passer à des groupes d'adolescents. Et ensuite, on passera au groupe adulte. Et là, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Ma doyenne a plus de 90 ans. Je sais que j'ai des formateurs qui ont transmis jusqu'à plus de 100 ans. Donc voilà, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'engagement, de pratique, de régularité. Après, il y a aussi différents types de yoga qui peuvent s'adapter en fonction des problématiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont chercher une pratique plus dynamique, et là, il y a des pratiques de yoga comme l'ashtanga, comme vinyasa, qui va répondre à ces demandes. Si on veut une pratique, on va dire un peu plus globale, harmonieuse, qui soit à la fois tonique mais à la fois douce, il y a le Hatha Yoga plus traditionnel, qui est un yoga qui est, on va dire, transmis dans le monde à 90%. C'est le yoga majeur en fait qui est enseigné partout sur la planète. Et puis il y a des techniques de yoga beaucoup plus doux comme le yin, comme le restauratif, pour des personnes qui sont peut-être plus dans un état de convalescence ou de difficulté physique, qui peuvent être aussi une approche intéressante. Donc en fait, il y a quand même un panel de yoga qui peuvent répondre soit à tous les âges ou à différentes pathologies. Finalement, on peut y trouver à un moment ou à un autre son bien-être selon son évolution de vie aussi, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'ai commencé donc le yin yoga notamment, et je trouve que c'est vraiment très très apaisant, très. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle le yoga restauratif. Alors pour moi, il y a une petite nuance entre le yin yoga et le restauratif yoga. Le yin yoga, on va aller travailler avec quelques matériels, mais ça va être du confort assez doux, et on va rester assez longtemps, ce qui va vraiment générer un calme. Ça va être très très apaisant. On va malgré tout quand même travailler une certaine souplesse, parce que comme on reste parfois 10-15 minutes dans une posture, il y a vraiment un temps de détente aussi bien articulaire que musculaire. Le restaurative yoga va aller encore plus loin que le yin yoga, parce que là, on va utiliser un petit peu plus de matériel. On va, pour moi, aller éteindre complètement le système nerveux. Le restaurative yoga a été mis en place par un médecin, une jeune femme médecin, Judith Lasseter, aux États-Unis, et qui a créé vraiment un protocole qui s'est maintenant développé, mais c'est un protocole de quelques postures où on va rester très très longtemps, parfois plus de 20 minutes, justement pour apaiser ce système nerveux, pour l'éteindre complètement, vu le stress actuel qui génère vraiment des fluctuations sur notre système nerveux. Et on va non seulement utiliser des coussins, mais aussi on va sangler le corps, on va le porter par toute une technique de briques, de sangle, de sable, etc. de façon à ce que la personne s'abandonne, mais complètement. On va même l'emmailloter, on va l'encapucher, c'est-à-dire qu'on va lui fermer tout son système auditif. On va mettre aussi un truc pour cacher les yeux. Les yeux vont être donc fermés, les oreilles vont être vraiment mis à l'abri du son extérieur, comme si on rentrait vraiment dans sa bulle et dans son monde intérieur, comme si on rentrait quelque part dans le ventre de sa maman, pour aller vraiment travailler dans ses sensations, dans ses ressentis internes, chose qu'on perd complètement par notre société actuelle où on est tourné vers l'extérieur. Et là, c'est vraiment un moment privilégié de retrouvailles avec soi-même, je dirais. Donc, il y a une petite nuance. Le restauratif va encore plus loin que le yin yoga. Ok, bah j'avoue que je ne connaissais pas, tu vois, ce type de yoga. Et du coup, est-ce que le yoga, on va dire plus classique, a des effets sur le physique
uniquement, ou est-ce que là aussi, dans le Hatha Yoga par exemple, il y a un effet sur la diminution du stress? Alors, le yoga a des effets effectivement sur le physique, à travers les postures, à travers le souffle, on va aller travailler les différentes énergies du corps, mais effectivement, il va y avoir une influence énorme sur le psychique, sur le stress, sur l'émotionnel. On va aller travailler, je dirais, sur les hémisphères du cerveau droit, cerveau gauche, et on va chercher à aller apaiser le système nerveux. Alors, on sait qu'on a 2 systèmes nerveux, c'est-à-dire le sympathique et parasympathique, et le yoga va plutôt aller solliciter le parasympathique dans l'effet d'aller apaiser, détendre. Et ça va générer justement une baisse de la tension artérielle, un abaissement aussi du rythme cardiaque, ça va générer une sensation de paix, de bien-être, etc. On va aussi trouver, comme je le disais tout à l'heure, à travers le yoga thérapeutique hormonal, des outils assez intéressants pour justement aller travailler sur une période qui pourrait rendre un peu irritable ou un peu plus fatigué ou avec des crises d'angoisse et d'anxiété. Là aussi, il va y avoir des outils intéressants pour aller apaiser, justement. On peut aussi travailler à travers ce yoga thérapeutique sur ces fameuses bouffées de chaleur. Voilà, donc on va utiliser, parce qu'on sait que les 2 sont liés, le corps, enfin les 3 sont liés pour moi même, pardon, c'est le corps, le mental et l'émotionnel. Et on va prendre en considération, à travers le yoga et ses différents atouts, ses différents outils, cette volonté d'aligner les 3. Parce que si le corps est touché, ça veut dire que l'émotionnel et le psychique ont déjà été touchés avant. En fait, le corps est souvent le dernier à être touché, la dernière enveloppe à être touchée. Mais le corps énergétique a déjà été touché auparavant, et le corps émotionnel aussi. Et souvent d'ailleurs, c'est le corps émotionnel qui est touché en premier, qui est impacté, et puis on met ça de côté parce que voilà, on fait bonne figure, on veut pas voir, on met ça sous le tapis. Après, on sent qu'on n'a plus d'énergie, et là le corps énergétique commence à être impacté, et ensuite le corps physique, on commence à ressentir les douleurs, l'inconfort du corps, etc. Mais ça veut dire que les autres corps ont été touchés auparavant. Et c'est vrai qu'on est un peu coupé de ces corps qui sont plus subtils, qui sont pas forcément palpables, qui sont pas dans la matière, qui font partie de notre aura, mais qui font pas partie de cette connaissance intuitive, parce qu'on est un peu coupé de nos racines quelque part, on est un peu coupé de nos sensations, nos ressentis dans notre monde actuel qui est plutôt dans l'action, dans le mouvement, dans le yang, dans le faire, et pas forcément dans l'écoute. Et effectivement, je dirais que le yoga permet de rentrer en soi pour retrouver ses sensations et ses ressentis, de se dire bah là je suis fatiguée, ok je suis fatiguée, et je prends cette fatigue en considération. Tout simplement, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres en fait. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu as déjà eu des témoignages de personnes qui suivent tes cours, pour qui le yoga leur a permis de renforcer leur santé? Alors oui, tout à fait. Un des plus fréquents, c'est souvent les problématiques de dos. Ça c'est assez récurrent, soit ces personnes qui viennent me voir avec un dos abîmé, c'est-à-dire lombalgie, lumbago, sciatique, cruralgie, voilà. La pratique yoga va faire en sorte que ces crises vont s'espacer, voire s'arrêter complètement, selon la pratique et selon les pathologies. Et puis, il y a aussi la gestion du stress, c'est quelque chose qui me revient souvent, c'est-à-dire que face aux événements de la vie, aux événements professionnels, aux familiaux, etc., il y a un peu plus de recul, il y a une gestion par rapport à des outils qu'elles vont utiliser dans leur vie quotidienne, ces personnes, qu'elles vont intégrer dans leur vie quotidienne, fait que elles vont pouvoir respirer un peu plus calmement et être un peu plus en recul par rapport aux événements de ce que la vie peut leur apporter.
Mais il peut y avoir aussi à travers le sommeil, ça c'est des témoignages qui reviennent aussi, les insomnies sont moins fréquentes, ou alors plus facilement à se rendormir, parce qu'en yoga on a des outils pour cela. Et je parlais tout à l'heure du yoga des hormones, parce que là aussi, sous cette période de ménopause, préménopause, le yoga thérapeutique hormonal est un outil majeur pour aller justement pallier toutes ces problématiques, tous ces désagréments. Alors la liste est longue, hein, on va en citer juste quelques-uns, mais les plus classiques, c'est les bouffées de chaleur. Il y a là encore des insomnies ou des crises d'angoisse, des prises de poids. Et le yoga des hormones va vraiment réguler, apaiser, atténuer tous ces désagréments assez rapidement, hein. Ça peut se faire sous le mois, sous les 2 mois, donc c'est vraiment intéressant aussi. Donc ça peut réguler dans quand même pas mal de domaines, selon les soucis de ces personnes en fait. Est-ce que le yoga se limite à la pratique ou est-ce qu'il y a un mode de vie yoga, notamment en termes d'alimentation ? Alors, on peut dire que le yoga peut, et je sais qu'il y a des personnes qui vont s'arrêter que à la pratique, et c'est dommage, à mon sens, parce que pour moi, l'alimentation est un atout majeur pour aller travailler sur le yoga et pour avoir plus de facilité dans les postures. Et là encore, je vais refaire référence à sa petite sœur, l'Ayurveda, où les aliments sont répertoriés en 3 propriétés, en 3 qualités qu'on appelle des gunas. Et pour un yogi, en fait, on va privilégier des aliments qu'on va dire sattviques. C'est-à-dire les aliments sattviques, c'est ceux qui vont vous amener vers un état de stabilité, de pureté, d'équilibre, et qui vont même parfois développer des perceptions, des connaissances et des compréhensions plus subtiles. Alors ces aliments sont, je dirais, finalement ceux qu'on trouve dans la nature, qui n'ont pas été transformés. Ces aliments les plus simples, ça va être tous les légumes, tous les fruits. Alors dans les légumes, il y en a qui sont plus spécifiques, c'est les légumes verts, qui sont très très prisés. Dans les fruits, c'est tous les fruits en général, et certains vont être plus mis en avant, comme la date, la banane, la noix de coco, la grenade, le raisin, la figue aussi, sont des fruits qui vont être majeurs pour une santé de pureté et de stabilité pour l'organisme et le mental. Il y a aussi toutes les légumineuses qui vont être intéressantes, les épices vont être intéressants, et puis on va parler du sucre, mais du sucre intégral, celui qui n'a pas été transformé, comme le miel, comme le sucre des fruits. Je vais parler aussi du ghee. Le ghee, c'est du beurre qui a été clarifié, qu'utilisent beaucoup les Indiens, et avec lequel en fait on a enlevé le petit lait, donc on a enlevé tout le mauvais du gras qui lui a tendance à se coller sur les parois des artères en l'occurrence, et qu'on va pouvoir cuisiner ou cru ou chauffer pour faire revenir ces épices et ces légumes. Et puis il y a un aliment qui est un peu montré du doigt dans notre société, c'est le lait. Mais pour un yogi, le lait va être intéressant. Alors bien évidemment, pas le lait qu'on trouve dans nos supermarchés qui a été X fois stérilisé, mais il ne faut pas oublier qu'en Inde, la vache est sacrée. Et le lait qui vient directement de la vache, qu'on a peut-être connu dans notre enfance si on habitait à côté d'une ferme, ce lait-là est précieux. Et c'est un des seuls d'ailleurs qui va être riche d'aliments pour aller nourrir le corps. Autrement, c'est vrai que celui qu'on trouve dans nos supermarchés à l'heure actuelle n'a pas grand intérêt sur le plan alimentaire. Donc ça va être des aliments qu'on appelle sattviques, qui vont être très intéressants, très nourrissants, équilibrants pour l'organisme. Et le yogi va aller vraiment s'axer dans cette direction. Après, il y a des aliments qu'on appelle rajasiques.
qui est un état qui va donner du mouvement, qui va donner de l'activité, mais en excès. Donc c'est là il va falloir, je dirais, doser, parce qu'en excès, ça peut aussi générer ou de la passion ou de la souffrance. Il y a un état de déséquilibre qui peut s'installer si on en utilise trop. Ça va être tous les éléments un peu chauffants. Donc selon les tempéraments, selon les doshas que je citais tout à l'heure, Pitta, Vata, Kapha, certains vont en avoir plus besoin que d'autres. C'est par exemple l'ail, les oignons, les huiles, toutes les huiles accrues, certaines épices comme le poivre et le gingembre qui vont être un peu plus chauffants, mais qui peuvent être intéressants par exemple pour un Kapha ou un Vata, un peu moins pour un Pitta qui a déjà pas mal de feu. Le citron, on va être intéressant, mais pas pour tous les terrains, ça dépend aussi de certaines personnes. Et puis l'alcool va être intéressant, mais pas pour tout le monde, et c'est encore une question de dosage. Les Vata, pour eux, un petit peu d'alcool va être plus intéressant que pour un Pitta qui a déjà aussi beaucoup de feu. Et là, quand je dis un peu d'alcool, c'est vraiment un verre de temps en temps. Voilà, ça c'est pas forcément tous les jours. Donc ça, ce sont des aliments qui vont être stimulants, mais c'est toujours une question de dosage. Et puis ce que l'on bannit en tant que yogi, c'est les aliments qu'on appelle tamasiques. Car l'état de tamas, c'est un état d'obscurité, de lourdeur, de ténèbres, qui va créer des obstacles en fait pour l'organisme. Et c'est tous les plats qu'on va réchauffer. Tout ce qui est un peu périmé ou mauvaise odeur, fermenté, fade, tout ce qui est trop chaud, tout ce qui est trop froid, en fait tout ce qui n'est pas dans une saveur où on a le maximum en fait de qualité, hein, tout ce qui a été déjà un petit peu abîmé ou mis au frigo pendant trop longtemps, etc. Donc ça, pour nous, on les utilise pas, voire très peu, ou en cas d'urgence si on n'a pas d'autres moyens, je dirais. Mais on va vraiment aller s'axer sur les deux premiers et particulièrement sur les aliments sattviques. Donc ça reste une alimentation, je dirais, très frugale, végétale, et beaucoup de céréales. Voilà, c'est vraiment l'alimentation des yogis. Ok, super intéressant. À quelle fréquence est-ce que c'est bien de pratiquer pour espérer avoir un effet de prévention santé ? Alors la fréquence, bon, c'est un constat, je dirais que c'est à peu près une fois semaine, hein, les personnes viennent une fois par semaine, ce qui est bien, hein, c'est déjà pas mal. C'est pas forcément suffisant. Je sais que j'ai certaines personnes qui viennent 2 fois semaine et là elles sont toutes unanimes pour dire que la nuance est claire. Après, dans l'idéal, c'est ce que j'incite, mais je sais que le français n'est pas spécialement discipliné. Dans l'idéal, ça serait de faire un cours semaine et d'avoir une pratique personnelle de 10 à 15 minutes tous les jours. Et là, vraiment, il y aurait un changement radical sur la façon de vivre sa journée, en fait. Sur la façon de gérer son stress, d'être vraiment aligné à qui on est. Et cette petite pratique de 10 à 15 minutes, elle est vraiment très très précieuse. Malheureusement, il y en a beaucoup qui passent à travers parce que, voilà, par manque de discipline, par manque d'engagement avec eux-mêmes. C'est un peu dommage parce que ça changerait complètement vraiment le quotidien de chaque personne qui s'y appliquerait. Il suffit vraiment de faire des choses très simples, hein. Parfois c'est juste se poser, 1 ou 2 salutations au soleil, un petit peu de respiration, un petit peu de méditation. Il suffit pas de faire des exploits, mais juste un recentrage permet vraiment d'aborder sa journée de manière complètement différente. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi s'aider d'Internet ? Je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube, par exemple, de personnes qui donnent des conseils pour le yoga ou qui montrent des enchaînements. Est-ce que tu recommandes ça ou est-ce que voilà, c'est mieux d'avoir un cours en physique avec dans un studio, quoi ?
Alors, à mon sens, il est indispensable d'aller commencer un cours avec un professeur. Même si depuis particulièrement la Covid, on a vu fleurir beaucoup de vidéos, et c'est vrai que ça nous a aidé aussi pendant cette période de pandémie. Mais pour moi, la transmission, elle est orale. Elle n'est pas à travers un écran, elle n'est pas à travers un livre. Moi, j'ai reçu beaucoup d'informations à travers mes professeurs que je n'ai jamais lues, en fait. C'est vraiment un outil précieux, c'est la transmission orale en yoga. Dans le visuel de ce qu'on voit chez notre formateur, chez notre professeur, chez notre maître, on va vraiment voir sa position, son souffle, son rythme. Il va se dégager beaucoup d'énergie, et ça, on ne peut pas le palper à travers un écran ou un livre. Donc c'est vrai que la transmission, pour moi, elle est vraiment majeure de façon présentielle. Et aussi parce que à travers un écran ou à travers un livre, on peut se faire mal, c'est-à-dire qu'on peut ne pas bien se positionner dans une certaine posture, et même si on a le sentiment de bien se positionner dans la posture et d'y trouver peut-être un certain bien-être, une certaine détente, une posture de yoga va se jouer parfois à un détail très précis. S'il n'est pas fait, eh bien la posture ne va pas révéler finalement toute sa puissance. Et ça, c'est un des secrets du yoga. C'est-à-dire qu'on peut y trouver un bien-être, mais il n'y aura pas la clé de la posture si on n'est pas à ce détail, à ce positionnement précis. Et c'est là que, effectivement, l'enseignant prend toute sa dimension. Oui, et puis aussi le rapport humain entre l'enseignant et les personnes qui viennent recevoir tout ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique du yoga ? Est-ce qu'il y a des risques de se blesser ? Alors, il y a quelques contre-indications à la pratique du yoga. Par exemple, après une intervention chirurgicale. Donc là, il va y avoir une petite pause de quelques jours, quelques semaines, quelques mois selon l'intervention. Il peut y aussi avoir une volonté de s'arrêter, par exemple, lors des crises d'arthrose, qui peuvent être douloureuses pour la personne. Par contre, c'est intéressant d'aller pratiquer en dehors des crises pour justement soulager et faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Donc ça peut être intéressant donc quand même de pratiquer en dehors des crises, d'arthrose ou d'arthrite aussi, hein, c'est un peu... Alors bon... en yoga, l'arthrose c'est une maladie froide, l'arthrite c'est une maladie chaude, mais quand c'est en crise, ça reste douloureux pour le corps et l'organisme. Il y a aussi, on parle pas très souvent de ça, mais des gens qui sont hyper laxes, qui sont hyper souples, et ça peut être aussi un danger le yoga en fait, surtout si on continue d'aller étirer. Donc on va aller abîmer encore plus ses tendons et ses ligaments. Donc ça ne nous empêche pas forcément de faire une pratique de yoga, mais il va falloir axer sa pratique sur une pratique un peu plus musclante que toujours dans cette volonté d'étirement. Au contraire, il va falloir renchérir sur la musculature. Et puis après, selon certaines pathologies du dos, il va falloir faire attention, ou toute pathologie, hein, au niveau des épaules, des hanches, etc. Donc il y a des postures à éviter ou à aménager. Mais en général, c'est vrai que le yoga est quand même ouvert au plus grand nombre. Et on peut toujours s'adapter à une problématique, quelle qu'elle soit, et mettre peut-être une posture de côté, et ça n'empêchera pas de faire le reste du cours au final. Donc non, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là, parce qu'on respecte le corps en général, donc on peut le faire vraiment pratiquement tout le temps. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander sur le yoga, ou sur un lien entre yoga et santé ? Alors les livres, il y en a plusieurs. Moi je trouve que ceux qui sont un des plus intéressants, parce qu'ils sont à la fois techniques et en même temps vulgarisés, c'est les livres d'Elisabeth et André van Liesbeth. Alors c'est un couple de Belges qui ont pratiqué et qui sont décédés maintenant, mais leurs références de livres sont quand même très intéressants. Il y en a plusieurs. Il y a Ma séance de yoga.
C'est d'ailleurs le premier livre que j'ai eu il y a de nombreuses années, qui a été quand même un outil intéressant pour démarrer. Il y a ensuite, je perfectionne mon yoga. Il y a aussi un yoga encyclopédique qui a été refait par son fils, je crois, Willy, qui a répertorié en fait toutes les postures et le pranayama. Donc ça, c'est une grosse bible, hein. Et puis, il y a aussi un livre, toujours d'André Van Liesbeth, sur le pranayama, la dynamique du souffle. Mais là, le pranayama, c'est quand même une approche où il faut un peu plus de connaissances. Donc, c'est peut-être pour ceux qui sont un peu plus aguerris, voilà. Mais en tout cas, tout ce qui est à travers la posture, ma séance de yoga, je perfectionne mon yoga ou le yoga encyclopédique sont des bonnes références. Ok, on mettra les références en description du podcast. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à nous partager, de yoga ou autre, pour nous aider à rester en bonne santé le plus longtemps possible ? Alors, il peut y en avoir plusieurs en fait. Je pense à pour moi, le premier, le majeur, c'est le sommeil. Je pense que notre société à l'heure actuelle réduit son temps de sommeil, c'est une grave erreur. L'importance du sommeil est vraiment important pour tous les tissus du corps, mais aussi pour le mental, hein, sur cette santé mentale particulièrement. Donc, alors c'est vrai que les yogis, ça serait de se coucher à 8h, 8h30 pour se lever à 4h du matin. En fait, l'énergie du matin est beaucoup plus impactante pour l'organisme et le mental, et elle génère beaucoup d'énergie pour l'organisme. Donc, mais c'est vrai que dans notre société actuelle, se coucher à 20h30, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, si on pouvait aller se coucher à 22h, 22h30 grand maximum, à mon sens 22h30 c'est grand maximum, eh bien je pense qu'effectivement il y aurait une meilleure santé physique et mentale. Après, effectivement, on l'a déjà dit, l'alimentation est un outil majeur, hein, parce qu'on le sait, on est ce que l'on mange, on devient ce que l'on mange, et là aussi, c'est la source de toute notre vitalité, de toute notre énergie, de notre bien-être, d'être le plus en lien à travers notre alimentation, en lien avec la nature et les saisons, hein. C'est un aliment... Enfin, c'est une importance majeure de se relier aux saisons. Et puis, effectivement, on pourrait aussi se relier au vivant, en fait, se relier à la nature. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie. Alors, moi, j'ai la chance d'être en Bretagne, donc on est quand même entouré de nature, mais je pense que des grandes villes, c'est pas si simple que ça. Mais peut-être de se relier à un parc, à gratouiller la terre si on a un balcon, voilà, trouver une reliance au vivant en faisant peut-être pousser des plantes, des tomates, des herbes aromatiques, voilà. Mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est relié, constitué par les mêmes éléments que la planète, et donc il suffit juste de se relier à l'extérieur de nous, à ce qui nous entoure, à la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, pour se relier à nous-mêmes au final. C'est un jeu de miroir. Bon. Ok, super, merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté mon invitation. Si on veut en savoir plus sur ta pratique et ton studio de yoga à Aradon, je mettrai donc en lien l'adresse de ton site, et je précise aux personnes qui nous écoutent que nous organisons ensemble un dimanche matin par mois des stages communs de naturopathie et de yoga à partir du mois d'octobre 2024 dans ton studio d'Aradon, à côté de Vannes en Bretagne donc. Et vous pouvez retrouver les dates et les informations sur ces stages sur nos sites respectifs. Voilà, donc prends soin de toi Nathalie, et à bientôt. Écoute, merci de cette invitation. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi et puis de transmettre un petit peu, si ça peut vraiment aider quelques personnes à mettre en place une pratique de yoga, une pratique alimentaire, une conscience de se relier à soi-même. Ça sera génial en fait, c'est super. Merci beaucoup pour cette invitation. Namasté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un dernier mot sur les stages que nous organisons avec Nathalie chaque mois à Aradon, près de Vannes, à partir d'octobre 2024.
Ce sont des stages d'une demi-journée où nous mêlerons yoga et naturopathie dans une optique de prévention santé. Nous y aborderons des sujets divers tels que la santé des yeux, le sommeil ou l'immunité. Les places sont limitées, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur le site de Nathalie, que vous trouverez en description, ou en m'envoyant un mail. Comme ni Nathalie ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même et vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux ou en parlant autour de vous. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail@antonivio.fr si vous souhaitez me dire si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous voulez me partager vos commentaires ou me faire savoir si vous aimeriez que j'aborde certains sujets liés à la santé. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.